Oui. Bien, bonjour à tous. Merci beaucoup donc, pour l'invitation. Merci d'être resté à l'issue de ces deux belles présentations. Donc, je suis ravi d'être parmi vous. Et donc, Sandrine m'a demandé de venir vous présenter l'Atlas critique de la Guyane, donc, qui est un ouvrage que j'ai coordonné avec Laurent Polidori, qui est paru aux éditions CNRS en septembre 2020 et qui réunit plus de 85 auteurs. Et donc, avant de vous le présenter un peu plus dans le détail, je vais essayer d'organiser mon intervention en 3 temps pour répondre aussi un petit peu à la demande. C'est-à-dire que dans un premier temps, je vais vous proposer… Ah, alors, hop, il faut que je me remette dans le diaporama. Voilà. Dans un premier temps, je vais vous proposer un peu de vous expliquer d'où je parle. Donc, vous expliquer un peu quels sont les fondements théoriques qui guident notamment mes recherches et vous apporter quelques éléments d'explication sur la notion de cartographie critique. Ensuite, dans un deuxième temps, je voudrais vous présenter la notion d'atlas critique qu'on a un peu construit en opposition aux atlas conventionnels. Donc, essayer de vous dire un peu quel est l'intérêt de cette notion, ce qu'on met derrière, et puis pourquoi il nous a semblé intéressant de réaliser cet exercice de cartographie critique sur un territoire d'Amérique latine, et en particulier sur la Guyane. Et enfin, dans un troisième temps, pour rendre un peu tangible son contenu, je balayerai 2 exemples, 2 chapitres, un consacré à la toponymie et l'autre sur la forêt. Voilà, pour vous montrer à la fois des images, des cartes, des photographies qui permettront, je pense, d'illustrer concrètement les travaux de cartographie critique qu'on mène notamment ici à la Maison des Suds. Voilà. Et puis je terminerai mon exposé en vous proposant aussi quelques références bibliographiques, puisque je vais forcément survoler certains thèmes. Donc j'ai fait une petite sélection d'ouvrages qui me semblent pouvoir être utiles dans l'optique du concours ou même dans l'optique des cours qui sont donnés. Moi, j'interviens tous les ans au lycée Mauriac, avec grand plaisir, là, depuis quelques années, autour du thème des frontières. Et donc la Guyane est un cas d'étude particulièrement intéressant. Et je pense qu'il y a plein de choses en Guyane qui peuvent alimenter les différentes questions au concours. Voilà, alors donc pour me situer, donc moi je suis géographe, je travaille donc ici à la Maison des Suds sur les enjeux sociopolitiques de la fabrique et de l'usage de la cartographie contemporaine, des cartes numériques et des technologies de géolocalisation. Et donc d'un point de vue théorique, j'inscris mes recherches dans le champ de la cartographie critique. La cartographie critique est un courant de recherche, pour faire court et pour nécessairement simplifier un peu les choses, qui est apparu dans le courant des années 80 et qui avait alors pour objectif d'essayer de remettre en cause les postulats positivistes de la carte comme une représentation neutre, précise et objective du territoire. Donc en 1989, il y a un texte de référence, qui est un texte qui s'appelle « Déconstruire les cartes » de Brian John Harley, qui est paru dans la revue Cartographica, une revue canadienne, et qui invite les chercheurs en sciences sociales, et en particulier les géographes, à analyser les cartes non comme des miroirs de la nature, mais plus comme des textes culturels, en mobilisant les travaux, notamment sur la déconstruction proposée par Derrida, et en y associant les approches foucaldiennes sur les relations savoir-pouvoir. Et donc, dans ce texte, qui est en libre accès sur Internet et que je vous invite vraiment à consulter, Brian Harley explique qu'il y a en fait, derrière chaque opération cartographique, se cache un double pouvoir. Donc, il nous explique d'abord qu'il y a un pouvoir externe de la carte, puisque seul le cartographe et son commanditaire ont le pouvoir de choisir ce qui va être représenté ou non sur la carte et la façon dont ça va être représenté. Et Harley nous dit qu'il y a tout travail d'analyse de la rhétorique cartographique à mener sur les productions cartographiques, puisque les choix des systèmes de projection, le cadrage des cartes, les toponymes, les couleurs qui sont utilisées, les informations qui sont affichées, celles qui sont masquées, tous ces éléments résultent de choix et d'intentionnalité. Et donc, selon lui, il y a une impérieuse nécessité de travailler à la déconstruction de l'intentionnalité cartographique pour essayer de révéler un certain nombre d'enjeux politiques à la production des cartes. Et puis, à côté de ce pouvoir externe, Brian Harley parle aussi d'un pouvoir interne des cartes. Il nous dit non seulement les cartes ne sont pas neutres, mais en plus, elles agissent sur la façon dont on pense le monde et sur les catégories sociales qu'on va être amené à utiliser. Et donc, Harley nous dit, oui, il faut utiliser et analyser dans le détail la fabrique cartographique, mais il faut aussi être en capacité de déconstruire la performativité des cartes, les usages qui sont faits de la carte, la façon dont on va parfois instrumentaliser une carte potentiellement sortie de son contexte, sortie d'un atlas, par exemple. Et donc, c'est un petit peu ces deux tenants qui vont conduire à développer tout un tas de travaux dans le sillage de Brian Harley. Je pense notamment aux travaux de Dennis Wood ou Jeremy Crampton
sur ce double pouvoir des cartes, avec des collègues qui vont vraiment se focaliser sur l'analyse de la façon dont les cartes sont construites et d'autres beaucoup plus sur la façon dont elles sont mobilisées et utilisées, notamment dans des combats politiques autour de conflits territoriaux. Alors Harley est décédé 2 ans après ce texte fondateur, et finalement juste trop tôt pour mesurer l'impact de la révolution cartographique et sociale qui s'amorçait à peine. Puisqu'en effet, toute une série d'acteurs sociaux traditionnellement exclus du processus de production cartographique, on peut penser aux habitants des quartiers, aux citoyens, aux peuples autochtones, aux mouvements écologistes, pour ne citer que cela, se sont donc tout au long des années 90 et 2000 appropriés les outils et les modes de représentation de la cartographie pour faire pression sur les politiques publiques. La cartographie est ainsi devenue un instrument de contestation sociale, de justice socio-spatiale, et on a vu se développer ce que la sociologue Nancy Peluzzo appelle des contre-cartographies, des projets qui visaient à renverser le pouvoir des cartes. Alors, pour faire là aussi nécessairement un peu court et simplifier la donne, on peut expliquer de 3 raisons c'est ce succès du renversement des cartes. D'abord, par les effets de toute la déconstruction des critiques des cartes qui avaient été opérées par les historiens de la cartographie, comme Brian Harley, et qui ont donc conduit à faire descendre la cartographie de son piédestal objectiviste et positiviste. Ensuite, à cette même époque, on a vu se développer tout un tas de projets de cartographie participative. Donc, on a vu tout un tas de méthodes participatives, intégrer des processus de production cartographique, et ce qui a conduit à dire que la carte n'était plus du seul ressort de l'expert, des cartographes patentés, et qu'on pouvait désormais donner la parole et donner le crayon finalement à tout un tas de non-spécialistes de la cartographie pour qu'ils soient amenés à dessiner par eux-mêmes leur territoire. Et puis, la troisième raison qui explique aussi ce développement, c'est l'essor des technologies numériques. Avec le développement de tout un tas d'outils dont la prise en main s'est simplifiée, on a assisté à une forme de démocratisation, notamment sur le web et sur Internet, de tout un tas d'outils, à l'accès à tout un tas de données, d'imagerie satellite, qui permettent désormais de potentiellement produire des cartes. Alors, ce dernier point, il est tout de même à double tranchant, puisque depuis une quinzaine d'années, grosso modo depuis 2005 et l'apparition de Google Maps, la cartographie fait l'objet de multiples évolutions technologiques. On voit apparaître, donc, comme Google Maps ou Google Earth, des globes virtuels. On a également le développement des appareils connectés avec des GPS. On a une croissance exponentielle des prises de vue aériennes, des images satellites. Aujourd'hui, on se développe beaucoup la prise de vue par drone. On a également l'accès à de nouveaux corpus ou à des corpus anciens qui sont numérisés et qui, via le développement des humanités numériques, permettent des traitements massifs de données. On accède aussi à de plus en plus de traces numériques qu'on laisse derrière nous avec nos téléphones ou par nos usages des réseaux sociaux. Bref, on a une évolution de la production cartographique, une profusion de données, ce qui est résumé dans cette formule de l'université de Penn State, révolution géospatiale. Alors, ce petit bandeau là que vous avez à l'écran, c'est en fait un web documentaire qui est disponible. C'est 4 épisodes de 10 minutes qui sont disponibles sur Internet, qu'on étudie avec les étudiants en master ici de géographie. C'est un web documentaire qui est sponsorisé par Esri. Esri, c'est le premier fournisseur de logiciels SIG, de cartographie numérique au monde. Donc, il faut avoir un peu de recul par rapport à ce documentaire qui est très offensif, très marketing, mais qui montre bien dans ces 4 épisodes vraiment la diffusion massive de l'information géographique dans tout un tas d'objets du quotidien et dans tout un tas de domaines et finalement l'omniprésence de l'information géographique et la grande diversification des producteurs aujourd'hui de ces données. Et donc, je vous disais, il y a un peu un double effet tranchant, puisque c'est un peu un effet à double tranchant, puisqu'à la fois, ça se développe énormément, et en même temps, le fait que ça se développe énormément, que se développe tout un tas, par exemple, de travaux autour du big geodata, conduit finalement à une forme de retour en force du positivisme et de la croyance dans la neutralité et l'objectivité des données. Il se développe tout un tas de recherches autour de ce qu'on appelle les data-driven research, ces recherches qui seraient pilotées par les données, où on nous dit, comme on accède maintenant à tout un tas de données, finalement, ce n'est plus la peine de développer des approches hypothético-déductives, plus besoin de poser des hypothèses, on va faire émerger de ces corpus des patterns, des éléments de connaissance des territoires. Et donc, on peut regretter, comme l'indique Michael Goodchild dans la citation que je vous ai mise ici, que les approches critiques des sciences de l'information géographique sont petit à petit en train d'être invisibilisées par ces développements technologiques.
Et on peut aussi le comprendre puisque ces approches critiques de la cartographie sont, comme le soulignait Henri Desbois dans la citation que je vous ai mis également sous les yeux ici, je le cite, c'est la rhétorique de ces nouveaux outils, la rhétorique par exemple des globes virtuels ou des autres objets néogéographiques, ne se déchiffre pas aussi aisément que celle de la carte papier. Et en effet, quand Brian Earley développe sa théorie autour de la cartographie critique, son objet de recherche est une carte bien délimitée, avec une échelle, avec des sources, avec des logos, avec des blancs et avec un périmètre bien fini. Aujourd'hui, travailler sur la cartographie critique, c'est travailler sur des artefacts informationnels, sur des objets numériques qui sont malléables, qui circulent de site en site, que vous pouvez extraire, reprendre. Et c'est Thierry Joliveau qui dit qu'il y a finalement aujourd'hui presque autant de cartes que de clics. Quand vous allez sur un portail, vous produisez vos propres cartes, vos propres visualisations. Donc, décrypter l'intentionnalité cartographique ou la performativité des cartes, ça renouvelle un certain nombre de questions de recherche. Et c'est justement moi ce qui m'intéresse et les travaux que j'essaye de mener, c'est-à-dire remobiliser ces théories des années 70-80 au regard des nouveaux modes de fabrique cartographique. Et c'est ce qui m'a conduit donc, en 2017 à publier un petit livre aux éditions de la Rue d'Ulm qui s'appelle « Les petites cartes du web, approche critique des nouvelles fabriques cartographiques ». L'idée de ce livre, c'est en fait de remettre au centre des débats scientifiques une approche critique de la cartographie numérique. Et par cette expression des petites cartes du web, j'essaye de souligner l'impérieuse nécessité de décentrer un peu le regard de la géographie critique sur les seuls grands récits cartographiques et d'essayer de regarder aussi tous les autres sites, tous les dispositifs aussi dits grand public qui produisent aujourd'hui de la cartographie, qui nous inondent et qui sont finalement des nouvelles manières de dessiner l'espace et qui, de mon point de vue, méritent d'être analysées. Quand je suis arrivé ici au labo en 2011, un collègue assez jeune et assez technophile est venu me voir et il m'a dit « Mais tu es géographe ?» Je lui ai dit « Oui, mais est-ce que c'est bien sérieux de travailler sur Google Maps? Est-ce que tu n'es pas en train de nous tirer une balle dans le pied? Ce n'est pas des objets pour nous. Nous, on fait de la cartographie noble. On ne travaille pas sur ces outils-là. » Moi, mon idée, c'est qu'au contraire, à travers ces outils qui sont très largement utilisés et maintenant de plus en plus par des géographes universitaires, il y a des objets de recherche qui se renouvellent et qui sont intéressants et qui peuvent, sans faire table rase, remobiliser très largement les théories autour de la cartographie critique qui sont nées il y a quelques décennies. Alors, c'est ce que je fais donc depuis quelques années, en regardant notamment, en m'intéressant moi beaucoup à ce que les historiens de la cartographie appelaient le blanc des cartes. Je m'intéresse à la façon dont les marges territoriales, qui sont bien souvent aussi des marges cartographiques, sont cartographiées, à la façon dont aujourd'hui la cartographie contemporaine, les producteurs de données contemporains tentent de combler le blanc des cartes. Et j'essaye de regarder notamment quels sont les enjeux en matière de production cartographique sur ces territoires, en m'intéressant notamment au bouclier des Guyanes, donc au nord de l'Amérique du Sud, qui est le théâtre autour, par exemple, des activités extractivistes dont a parlé Sébastien Velu juste avant, qui est le théâtre de tout un tas de conflits environnementaux et qui donne lieu à des combats de cartes et de contre-cartes qui s'affrontent très régulièrement. Alors, c'est ce qui m'a amené, moi, depuis plusieurs années, à travailler notamment en Guyane française et à dresser au fur et à mesure un panorama de la production cartographique sur ce territoire, la production produite par l'État français, en dehors du territoire, à distance, la production produite par l'État français présent sur le territoire, mais aussi la production des entreprises privées, des bureaux d'études, des collectivités territoriales et plus récemment des collectifs autochtones qui se mobilisent pour produire leur propre représentation cartographique. Alors pourquoi donc avoir travaillé sur la Guyane et puis pourquoi finalement proposer un atlas critique de la Guyane? Je dirais qu'il y a trois raisons principales qui fondent l'intérêt de travailler sur l'Amérique latine quand on s'intéresse à la cartographie et sur le bouclier des Guyanes en particulier. D'abord, le bouclier des Guyanes, c'est un très vaste territoire d'environ 2 millions de kilomètres carrés au nord de l'Amérique du Sud, qui a des caractéristiques géographiques exceptionnelles, avec notamment une très forte, très riche biodiversité animale et végétale, en partie endémique, avec des forêts tropicales denses et humides, et puis avec également une extraordinaire concentration de minéraux précieux. On en a parlé juste avant, et moi je travaille notamment beaucoup sur la question de l'orpaillage. Et c'est donc un territoire où il y a des forts enjeux environnementaux, mais c'est aussi un territoire qui est très convoité, notamment par les miniers. Donc il y a potentiellement une production cartographique et des conflits autour de ces différents enjeux qui émergent sur ce territoire.
La deuxième raison, c'est que c'est un territoire qui est fragmenté par différents États-nations, puisqu'il est occupé par une partie du Venezuela, le Guyana, le Suriname, la Guyane française, le nord du Brésil. Or, tous ces pays sont en conflit frontalier. Alors, comme l'a évoqué Hervé Terry, il n'y a plus de conflit entre la France et le Brésil depuis un moment, mais la France est encore en conflit avec, par exemple, le Suriname autour de 3000 km² au sud-est de la Guyane française, et puis le Suriname est lui-même en conflit avec le Guyana, et le Guyana avec le Venezuela. Et au-delà des conflits terrestres, il y a aussi beaucoup de conflits sur beaucoup de litiges frontaliers dans le domaine maritime dans lesquels on voit aussi, et Sébastien Velu l'a évoqué juste avant, émerger tout un tas d'exploitations offshore qui alimentent très certainement ces tensions et ces crispations. Alors, ce qui est intéressant aussi au niveau du bouclier des Guyanes, c'est que ça peut être considéré à bien des égards comme une marge territoriale, très éloignée des centres décisionnels. La Guyane est à plus de 6000 km de la France hexagonale et elle est considérée dans le jargon technocratique de l'Union européenne comme une région ultra-périphérique, avec tout ce que le terme peut avoir de péjoratif et une certaine vexation des Guyanais derrière cette appellation qu'on leur attribue. C'est aussi une marge territoriale qui peut être considérée, en reprenant l'expression de James Scott, comme une région refuge, qui est habitée par des peuples autochtones, 6 communautés amérindiennes vivant en Guyane, mais aussi on va trouver différentes communautés bushinangés, descendants des Marrons, qui occupent et sont présents sur le territoire. Or, cette marge territoriale, c'est aussi une marge cartographique, puisque pour vous en convaincre, il vous suffit d'aller par exemple sur le géoportail de l'IGN et de regarder les cartes qui sont disponibles. Donc, dans les années 50, il y a eu toute une production de cartes au 50 millième de la Guyane, qui est vraiment la carte de référence qu'on a pendant longtemps utilisée. La couverture de cette carte au 50 millième, vous l'avez sous les yeux. Elle vous montre un territoire morcelé, une bande littorale et puis quelques éléments au sud, autour notamment du fleuve frontalier du Maroni. Alors, des cartes ont été produites depuis les années 50 et notamment maintenant en Guyane, on trouve enfin une carte au 25 millième depuis le début des années 2000. La carte au 25 millième, c'est la carte topo du randonneur, celle aussi qu'on utilise souvent dans les cours. Si vous regardez la couverture de cette carte topo, vous voyez que les choses n'ont pas franchement évolué, ça a même peut-être un peu régressé, puisque si vous tapez carte topographique Guyane, vous arrivez sur ce type de visuel où vous avez un espace qui flotte au milieu de nulle part, aucune information sur les pays voisins, sur la présence de l'océan, pas de limite de frontières et finalement juste une bande littorale à peine couverte dans son intégralité. Et donc tout ça renvoie à une image vraiment d'un no man's land cartographique et d'un no man's land intérieur qui est relativement discutable. Alors ce qui est important de relever par rapport aux blancs des cartes, c'est que ces blancs des cartes, il y a eu tout un tas de travaux, de conquêtes et d'explorations qui ont cherché à les combler, mais les blancs des cartes, et notamment en Amérique latine, ils sont aussi parfois savamment construits par les cartographes. Et il y a eu tout un tas d'exemples de blanchiment des cartes qu'on a pu voir émerger. La cartographie, c'est parfois aussi l'art de l'omission, l'art de l'oubli, ou ce que Brian Harley appelait l'art de créer des silences. Ainsi, les cartographes ont pu ou peuvent encore parfois participer à ce blanchiment des cartes. Et dans l'Atlas critique de la Guyane, on a un exemple qui nous est fourni par l'historien Denis Lamaison, qui nous compare, en fait, qui présente deux cartes. Donc, vous avez une première carte produite en 1732. Donc, vous êtes ici, là, au nord-ouest, si vous voyez mon pointeur, à la frontière avec la Guyane hollandaise devenue depuis le Suriname. On est ici sur l'estuaire du Maroni. Et puis, si on va au sud-est, vous avez l'embouchure du Kourou, ici l'embouchure donc du Maroni. Et donc, sur cette zone de territoire, on voit qu'il est fait mention de la présence en lettres capitales de nations indiennes. Et puis, vous voyez des petits villages qui ont été dessinés avec l'indication de la présence de Galibis. Les Galibis, c'est le nom qu'on donnait autrefois à une communauté amérindienne qu'on appelle aujourd'hui les Kalinas. 31 ans plus tard, la France, à quelques déboires du côté du Canada, décide de s'investir de façon beaucoup plus volontariste dans le territoire guyanais pour fonder une grande colonie blanche et produit à nouveau toute une série de cartes. Et donc, une carte est produite en, je retire mon petit, voilà, 1763, donc 31 ans après. Un zoom sur le même territoire vous montre que la présence de nations indiennes a totalement disparu. Les villages Galibis ne sont plus présents sur la carte, aucun dessin. Et à la place, la mention que vous avez ici en italique et que vous arrivez peut-être à lire, qui indique qu'on est en présence de belles et très fertiles terres pleines que doit habiter la nouvelle colonie.
Donc, on est dans l'exemple typique de blanchiment des cartes et de la construction de ce que vous connaissez bien, le mythe de la terra nullius, le territoire vierge, légitimé par la carte et qui nous conduit du coup à motiver les troupes pour aller l'occuper et le développer. Enfin, une dernière raison qui peut nous intéresser pour travailler sur ce territoire, c'est que le blanc des cartes, il est aussi très, très lié aux techniques cartographiques contemporaines. On est sur un territoire qui est assez rebelle, comme je reprends cette expression de Laurent Polidori, assez rebelle aux méthodes de cartographie contemporaine. Il y a tout un tas de difficultés méthodologiques, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais par exemple au niveau du relief et de la géodésie, il y a une complexité particulière à travailler sur ce territoire. Et puis une autre difficulté, c'est ce que vous avez ici sous les yeux, c'est la proximité avec l'équateur qui fait qu'on est face à un territoire dans lequel on a une couverture nuageuse extrêmement importante. Ici, le blanc des cartes, c'est tout simplement les blancs des nuages. Vous avez, on l'aperçoit à peine, l'embouchure de l'Amazone ici, et puis détouré ici la Guyane. Et la cartographie, ça passe beaucoup par l'utilisation de l'imagerie satellite ou des photographies aériennes. Et quand on a ce taux de couverture nuageuse, les travaux de photo-interprétation sont bien délicats. Voilà, donc finalement, c'est cette somme de contextes géographiques, d'histoires tumultueuses, de diversité culturelle, de difficultés technologiques, l'ensemble de ces éléments qui fait que le bouclier des Guyanes est un territoire d'études assez passionnant pour qui s'intéresse à la cartographie, qu'elle soit historique ou contemporaine. Et c'est donc ce qui m'a amené, moi, à accumuler du matériel de recherche depuis une bonne quinzaine d'années en travaillant sur ce qui était produit sur le territoire et ce qui m'a permis d'envisager, à la demande en fait de différentes personnes, de différents collègues en Guyane, à réaliser un atlas. Le problème, c'est qu'en fait, moi, j'ai une relation assez ambivalente avec les atlas. C'est-à-dire qu'à la fois, je suis passionné par les atlas et j'ai passé mon enfance à être plongé, à voyager par l'intermédiaire des atlas. Et en même temps, cette attraction, elle donne lieu aussi à une espèce de forme de répulsion, tant ces ouvrages ont un espèce de caractère dominant. Ils sont comme des encyclopédies qui vont essayer de rassembler l'ensemble d'un savoir derrière un même ouvrage. Alors, pour vous en convaincre, je vous ai mis en consultation ici. Et alors, pour ne pas rentrer dans le champ de la caméra, on attendra la séance des questions pour le consulter. Mais vous avez le premier atlas qui est paru, le premier atlas de la Guyane française, qui a été produit en grande partie ici à Bordeaux, dans le laboratoire qui à l'époque s'appelait le CEGEP, le Centre de géographie tropicale, par l'ORSTOM et le CNRS, qui a été publié en 1979, qui est le 4e volume des atlas de la France d'outre-mer et qui est un ouvrage massif. Quand vous le mettez sur la table, c'est vraiment la science qui s'impose et qui fait autorité. Il vous faut vraiment les deux mains pour pouvoir tourner les pages et pour pouvoir le consulter. Et il y a une espèce de scientificité derrière cet objet, un caractère extrêmement dominant et totalisant qui peut aussi faire un peu peur. Alors, je vous ai repris ici quelques citations qui expriment ça différemment, notamment de Georges-Didier Huberman, qui nous dit que à la fois forme visuelle du savoir et forme savante du voir, selon donc son expression, les atlas sont une forme visuelle de présentation de la connaissance qui permet de recueillir le morcellement du monde. Mais l'atlas est aussi un objet présomptueux. Dans une démarche cumulative similaire à celle de l'encyclopédie, les prétentions de l'atlas visent en effet, selon la formule de Christian Jacob dans l'Empire des cartes, donc selon lui, vise une autre forme de complétude que la mappemonde. La multiplication des cartes en fait le lieu d'archivage du savoir géographique d'une époque. Tout atlas est une somme. Et j'avais absolument pas, donc, quand j'ai lancé le projet d'Atlas critique de la Guyane, l'ambition de réunir l'ensemble du savoir et j'étais bien conscient des limites de l'exercice qu'on allait réaliser. Et puis, je trouvais aussi que derrière ces atlas qui ont été produits, on traîne finalement tout un tas d'idées reçues, de stéréotypes sur ces territoires qui, depuis des années et des années, perdurent, sont retravaillés, sont récupérés, sont remobilisés. Et il me semblait intéressant de pouvoir adopter une approche critique par rapport à cet objet. D'où l'idée de proposer un atlas critique de la Guyane, qui soit un objet que vous avez à côté, donc qui paraît là comme ça un peu minuscule, mais plus petit, dans une forme qu'on puisse mettre dans un sac, de réunir tout un tas de collègues qui ne sont pas que des géographes. Donc, on a en fait là un objet qui est un objet pluridisciplinaire, puisqu'on va trouver des ethnobotanistes, des sociologues, des archéologues,
des linguistes, des historiens, des géographes qui ont contribué à cet ouvrage. Et l'idée, c'était de les amener à spatialiser leurs travaux ou à remobiliser les cartes qu'ils avaient pu produire pour proposer des visions plurielles de ce territoire. Et donc, de sortir du schéma classique qu'on a souvent dans les atlas et qu'on a notamment dans un atlas qui est paru en 2000, qui est un atlas édité par le CNES, qui est le dernier atlas qui est paru en Guyane, dans lequel vous avez un thème, une carte. Le tourisme en Guyane, vous avez la carte, toujours à l'échelle de la Guyane, du tourisme. Le climat en Guyane, la carte. La pédologie, la carte. Les peuples autochtones, la carte. Et donc, une lecture assez simpliste et avec à chaque fois une synthèse qui fait autorité et qui ensuite est régulièrement reprise dans tous les supports. Donc là, notre idée, c'était de travailler dans une perspective un peu différente. D'abord, de choisir des thèmes et de bien indiquer qu'on n'avait pas la prétention à être exhaustif. Il y a tout un tas de thèmes à très fort enjeu et qui ont une dimension cartographique très forte qui ne sont pas traités. Par exemple, je pense au thème de la santé, qui est un thème qui se prêterait parfaitement à l'exercice, mais qu'on n'a pas pu traiter parce qu'on avait une durée limitée, et puis qu'on avait choisi de ne pas faire croire qu'on allait traiter de façon exhaustive le territoire. Et puis donc de traiter une dizaine, une douzaine de thèmes donc autour des frontières, de la biodiversité, de la forêt, de l'orpaillage, du littoral, des mobilités, de la toponymie, de la géopolitique. Et sur ces thèmes, on a à chaque fois le même schéma. On a un premier texte qui présente un peu les enjeux de ce thème par rapport à la cartographie. Ensuite, une présentation de ce qu'on a appelé les cartes dominantes de la Guyane. Donc, ce qu'on appelle les cartes dominantes, c'est des cartes qui font autorité. C'est des cartes qui, quand vous pensez à un thème et à la Guyane, c'est potentiellement ce que vous avez en tête. Par exemple, autour de la forêt, les cartes produites par l'ONF. Par exemple, autour de l'orpaillage, dans la mesure où depuis 10 ans, l'État français ne communique plus rien, c'est les cartes du WWF que vous retrouvez en permanence. Dès qu'il y a un rapport, même parlementaire, sur l'orpaillage, on gomme souvent la petite mention WWF, mais c'est la carte du WWF qui est produite. Donc l'idée, c'était de regarder ces cartes et de les déconstruire, c'est-à-dire de montrer dans quel contexte elles sont produites, quels sont les objectifs politiques de ces cartes, et face à ces représentations cartographiques dominantes, proposer toute une série de représentations cartographiques alternatives, tout un tas d'autres façons de représenter le même phénomène sur le territoire. Alors, soit en reprenant les données et en les traitant différemment, soit en changeant d'échelle, soit en allant chercher d'autres données, bref, en essayant de multiplier les points de vue dans une perspective vraiment pluridisciplinaire. Voilà, donc quelques exemples maintenant pour essayer de rendre tout ça un petit peu concret. Alors, il me semble qu'à travers ces exemples, donc sur la toponymie et sur la forêt, vous pourrez retrouver peut-être quelques éléments qui peuvent alimenter des questionnements que vous pouvez avoir autour des frontières, autour aussi de la question de la population et du peuplement en France, puis plus globalement autour de l'Amérique latine. Mais il y a plein d'autres éléments dans l'Atlas qui peuvent être mobilisés. Je travaille d'ailleurs actuellement à une analyse de la façon dont l'ouvrage est utilisé. Et donc, il y a énormément de profs d'histoire géo, alors en Guyane, mais pas que, qui me font suivre leur support de cours. Donc, c'est aussi un appel que je lance aux collègues ou futurs collègues là, de Nouvelle-Aquitaine de ne pas hésiter. C'est intéressant pour nous de voir la façon dont c'est mobilisé, puisqu'il y a plus de 400 visuels. Donc, c'est intéressant de voir comment certains sont extraits et intégrés dans des cours. Le cours sur la métropolisation, par exemple, les profs d'histoire géo de Guyane avaient du mal à rendre ce cours concret pour les étudiants. Et finalement, il y a un certain nombre de représentations qui montrent l'articulation entre Saint-Laurent-du-Maroni et Cayenne qui viennent illustrer aujourd'hui ce propos. Et ça n'a pas du tout été fait dans cette optique initialement. Donc, c'est intéressant pour nous de voir comment cet ouvrage est remobilisé, il est bricolé, parfois instrumentalisé. Il s'est retrouvé déjà 2 fois dans des commissions parlementaires pour faire dire aux cartes à peu près l'inverse de ce qui était écrit dessus, mais le simple fait d'avoir une carte, ça suffisait à appuyer le propos. Et donc, voilà, il y a tout un travail à faire encore sur la vie sociale de l'objet pour essayer de voir les usages de ce type de produit. Alors, donc, si je déroule un premier exemple autour de la toponymie, je vais repartir moi aussi de Roger Brunet, qui a publié, donc Sébastien l'a dit, il a une passion pour les noms des lieux. Et donc, il a publié, je crois que c'était en 2017, une somme, là aussi, une espèce de bible de la toponymie, un ouvrage aux éditions CNRS qui s'appelle Trésor du terroir. 700 pages sur la toponymie en France, une seule page sur la Guyane et essentiellement un travail concentré sur le littoral. Et l'intérieur de la Guyane est balayé vraiment d'un revers de la main, puisqu'il nous dit de vastes territoires à l'intérieur de la Guyane ne sont peuplés ni d'habitants, ni de toponymes, au moins sur les cartes détaillées.
Et il prend bien garde à préciser, au moins sur les cartes détaillées, puisque dans la préface de l'ouvrage, il nous explique que pour analyser la toponymie de France, en fait, il est allé sur le géoportail de l'IGN et il a regardé la carte 25 millième. Donc, il a regardé ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc, forcément, l'intérieur de la Guyane était tout blanc et n'avait pas de toponyme. Et très souvent, c'est cette image qu'on a de la Guyane, d'un no man's land intérieur, en particulier dans les travaux autour de la toponymie. Alors, il y a aussi beaucoup de travaux qui ont montré que la toponymie de la Guyane, elle est aussi figée à une certaine époque. À l'époque des pionniers, à l'époque des premiers orpailleurs qui ont pénétré et exploré la forêt et qui ont marqué le territoire de leur présence en dénommant un certain nombre de lieux avec des dénominations, et Emmanuel Lézy l'a bien montré dans son livre Guyane-Guyane, des dénominations qui ont là aussi un caractère extrêmement péjoratif pour le territoire, puisqu'il y a un certain nombre d'explorations et de chantiers qui ont été voués à l'échec. Et donc, on a tout un tas de toponymes qui traduisent plutôt des explorations un peu sordides et qui donnent une image du territoire qui n'est pas celle que les Guyanais aimeraient voir ressortir aujourd'hui, parce qu'à côté de ces toponymes figés à l'époque des pionniers, il existe aujourd'hui toute une toponymie d'usage qui n'est pas reconnue aujourd'hui par la Commission nationale de la toponymie, mais qui est bien active. Et il y a tout un tas de travaux qui ont été menés, et c'est ce qu'on a essayé de valoriser aussi dans l'Atlas, des travaux notamment de cartographie participative pour, par exemple, avec les communautés du Sud-Guyane, du côté de Camopi, produire des cartes comme celle-ci qui vous présentent en fait différents lieux de vie, différents sauts de rivière en français, en wayapi et en teco. Et tout un travail a été mené, notamment par l'IRD, par le parc amazonien. Tout a été proprement structuré dans une base de données et tout a été transmis de manière très officielle à la Commission nationale de la toponymie pour que ces toponymes, qui sont encore une fois les toponymes d'usage, qui sont utilisés par les habitants, puissent apparaître sur les cartes et être officialisés. Et là, ce qui est intéressant de noter, et ça fera écho à ce que disait aussi Hervé Théry, et aussi Sébastien sur les litiges frontaliers, c'est que la Commission nationale de la toponymie a refusé d'intégrer ces toponymes, et plusieurs entretiens que j'ai pu mener avec eux ont permis de mettre en évidence qu'au-delà des aspects techniques, il y a une graphie particulière, donc c'est souvent les aspects techniques qui sont mis sur la table pour expliquer le refus d'intégrer tel ou tel toponyme, c'est en fait des raisons politiques. Et c'est en fait une vision encore de la Guyane comme un territoire bardé de conflits, et comme une vision des Brésiliens comme étant sur la brèche pour pouvoir récupérer le moindre bout de territoire. Donc, quand le président de la Commission nationale de la toponymie nous dit « on est en France, on défend la souveraineté, on ne peut pas se permettre de mettre des toponymes en teco ou en wayapi », et qu'on lui répond en Bretagne, il y a bien des toponymes en breton, et au Pays Basque, il y a bien des toponymes en basque, il nous dit « ah oui, mais en Bretagne et au Pays Basque, il n'y a pas de Brésiliens ». Et donc, il y a encore tout cet imaginaire sur les conflits, sur une terre aussi qui serait vide d'habitants, donc ça ne sert à rien de la nommer, qui sont encore bien présents et qui jouent encore sur nos productions cartographiques officielles et sur la façon dont on les représente. Alors, derrière ces toponymes, ce que je voulais simplement signaler, c'est que ce n'est pas juste des points avec un nom sur la carte, c'est vraiment des éléments de connaissance extrêmement importants et intéressants du territoire, plein d'anecdotes, plein d'éléments importants aussi, de lieux historiques, de mythes qui sont racontés à travers cette toponymie. Il y a plein de travaux qui sont menés. Je vous ai parlé du côté sud-est de la Guyane, Camopi. Le long du Maroni, il y a aussi Marie Fleury qui mène tout un tas de travaux extrêmement intéressants avec différentes communautés, les Wayana, celle-là. Et il y a vraiment beaucoup de cartes qui circulent. Et aujourd'hui, dans les écoles du sud de la Guyane, on a ces cartes qui sont affichées au mur et qui parlent aux habitants et aux élèves qui vivent sur ces territoires. Ce qu'on a essayé aussi de mettre en évidence, c'est qu'à une autre échelle, on peut regarder la toponymie de ces territoires, et par exemple à l'échelle d'une ville ou à l'échelle des quartiers. Donc là, vous avez Saint-Laurent-du-Maroni, un travail qui a été effectué et qui met un certain nombre de noms sur la carte dans différentes langues. Alors ça peut paraître un b.a.-ba de la cartographie, mais quand j'ai présenté ce travail-là, par exemple, et l'Atlas dans une classe de lycée en première à Saint-Laurent-du-Maroni, on a passé la séance sur cette carte. C'était la première fois que les élèves voyaient les quartiers dans lesquels ils habitent, qui sont en fait des quartiers d'habitat informel, qui sont des quartiers dans des zones non constructibles, qui sont des quartiers qui n'apparaissent pas sur les PLU, qui n'apparaissent pas sur les cartes officielles de la ville, et qui sont pourtant les quartiers qui sont les plus dynamiques d'un point de vue démographique, et les quartiers d'où viennent la plupart des étudiants qui étaient devant moi ce jour-là. Et donc, ça les intéressait de se rendre compte que, en fait, tout un chacun peut aussi construire ses représentations cartographiques et essayer d'apparaître sur la carte ou revendiquer différents noms. On a aussi travaillé sur des cartes historiques pour
en remobilisant notamment des travaux sur le créole guyanais. Il n'existait pas de carte en créole guyanais, par exemple, et donc il y a un certain nombre de travaux qui ont été faits à partir notamment d'ouvrages de la fin du 19e. Et puis, tous ces toponymes permettent aussi de mettre en évidence la richesse linguistique de ce territoire. Et là, je vais passer directement à cette diapo qui me semble bien illustrer l'approche qu'on avait. La petite vignette que vous avez ici en haut à gauche, là, la petite carte de la Guyane, elle est issue de l'atlas qui est devant, du Grand Atlas de 1979. Non, pardon, de l'atlas de 2000. Celui-là, c'est l'atlas de 2000, mais qui reprend en fait ce qui était fait en 79. Et elle présente les aires linguistiques. Donc, vous voyez, la Guyane, c'est pas compliqué, hein. Vous avez en fait en amont des deux fleuves frontières des aires linguistiques amérindiennes. Sur le littoral, une aire linguistique créole et métropolitaine. Et puis, on nous dit qu'on parle le bushinengue plutôt du côté de l'aval du Maroni. Et les travaux d'Isabelle L'Église montrent que en fait, cette vision elle est extrêmement caricaturale et qu'en fait, il y a une porosité, une hybridation des langues et que quand vous êtes, par exemple, à l'école, vous êtes avec des enfants qui, certes, ne parlent pas forcément très bien français, mais parlent 4, 5 ou 6 langues et jonglent dans la même phrase et dans la même conversation en fonction de ce qu'ils ont à dire, en fonction des enjeux de la conversation avec ces différentes langues. Donc, cette collection de cartes qui est ici vous permet de voir que, par exemple, en un site donné, si je prends Mana, vous allez avoir des langues Kalina, mais vous allez avoir aussi vous allez avoir aussi du français, vous allez avoir aussi du créole guyanais, vous allez avoir tout en fait une diversité linguistique en un même lieu. Et l'idée d'un zonage et d'aire linguistique qui serait figée et qui surtout ne serait pas poreuse peut largement être remise en question, notamment à travers ces travaux-là d'Isabelle L'Église. Voilà, c'était pour vous donner un premier exemple de ce qu'on trouve dans l'Atlas. Il me reste combien de temps, Sandrine? Un petit quart d'heure, d'accord. Bon, je vais faire court et puis pour garder quand même du temps pour la discussion. Donc, le deuxième exemple, c'est autour de la forêt. Alors, autour de la forêt, on a souvent l'image de la Guyane comme d'un enfer vert, comme d'une jungle impénétrable. Là, je vous ai mis un exemple. On a essayé aussi de mobiliser dans l'Atlas tout un tas d'œuvres de fiction qui mobilisent les cartes. Alors, les cartes au cinéma, les cartes sur la Guyane au cinéma, les cartes sur la Guyane dans les bandes dessinées. Et donc, on voit très souvent la carte revenir pour faire référence au territoire. Et là, vous avez un exemple d'un instituteur qui dit à ses élèves si t'es pas sage, tu iras au bagne en Guyane. Et ce qu'imagine les élèves, ce que les élèves imaginent de la forêt guyanaise. Alors, au-delà des œuvres de fiction, cette vision de la forêt guyanaise, elle est aussi très largement transmise par des documents tout à fait officiels et institutionnels. Vous avez par exemple ici à droite l'Atlas des paysages de la Guyane qui est paru en 2008, celui-là. Alors, l'Atlas des paysages, en fait, c'est une obligation légale. Tous les services régionaux de l'État, toutes les DEAL, ce qu'on appelle les DEAL aujourd'hui, doivent produire des atlas des paysages pour chaque région française. Donc, l'idée, c'est d'identifier des unités paysagères et d'en faire la cartographie et la description, et puis d'assurer le suivi pour essayer de voir comment évolue le paysage des régions. Et donc, en Guyane, il y a 11 unités paysagères qui ont été identifiées par l'État, 10 sur la bande littorale et sur les deux fleuves frontaliers, et puis une immense, massive, totalement homogène, un bloc monolithique que cet atlas appelle la forêt monumentale. Et donc, quand on regarde la description de cette forêt monumentale, on a vraiment l'impression qu'on est face à un mur vert avec des photographies aériennes à l'appui qui nous montrent effectivement une espèce de texture en brocoli dont on se dit que, en fait, tout est homogène et où il ne doit pas se passer grand-chose. Et donc, l'idée, c'était de montrer qu'au contraire, la forêt guyanaise, c'est une forêt qui est diversifiée, c'est une forêt qui est habitée, c'est une forêt qui est parcourue, c'est une forêt qui est travaillée, et donc d'essayer de montrer un autre visage de cette forêt en mobilisant, encore une fois, les travaux de tout un tas de collègues. Alors, par exemple, le botaniste Daniel Sabatier et également Stéphane Guité qui travaille à l'ONF, je suis désolé, les titres ont un peu sauté, vous n'avez pas les titres complets, ont travaillé depuis de très nombreuses années à réaliser des inventaires forestiers qu'ils ont couplés avec des traitements d'images satellites pour essayer de généraliser ce qu'ils pouvaient observer ponctuellement. Et ils ont produit un catalogue des habitats forestiers guyanais
Donc, vous avez la légende assez complexe ici. Mais ce qui est intéressant de souligner à travers ce travail, c'est qu'elle met en évidence que la forêt guyanaise n'est pas la même au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest. Il y a des faciès forestiers qui sont différents. Et par ailleurs, l'évolution, les dynamiques d'évolution de la forêt sont très différentes en fonction des sols qu'on va retrouver, en fonction de l'altitude. Et donc, on est loin d'un bloc monolithique homogène et on est au contraire dans une forêt dans laquelle il y a une diversité de ressources pour qui fait l'effort de la regarder et pas simplement en surplomb à travers Google Maps ou Google Earth. On a également travaillé avec des archéologues qui s'intéressent à la présence amérindienne dans la période précolombienne. Et ce qui est intéressant de noter ici, c'est qu'on voit que les outils numériques d'aujourd'hui permettent de mettre en évidence des choses que les archéologues savaient, mais pour lesquelles ils avaient du mal finalement à produire des représentations ou à avoir un discours audible vis-à-vis de leur auditoire. Donc eux, à chaque fois qu'ils vont en forêt, ils reviennent avec tout un tas de tessons, avec tout un tas de petites preuves de la présence autochtone, mais finalement, c'est à chaque fois des petits objets ponctuels. Or, depuis quelques années, on voit se développer les technologies LIDAR. Donc, vous en avez peut-être entendu parler. Les LIDAR, en fait, c'est des radars qu'on met dans des avions et qui permettent en fait de produire une cartographie assez fine du relief. En fait, vous avez un petit laser qui va descendre et dès qu'il va toucher un obstacle, il va remonter à l'avion sur le capteur. Et ce petit laser va aussi passer à travers certains obstacles. Donc, il peut passer, par exemple, à travers les feuilles des arbres, ce qui va du coup vous permettre, sur le même endroit, d'avoir plusieurs retours de signal. Et donc, ça va vous permettre de calculer à la fois le modèle numérique de terrain, c'est-à-dire le relief, mais aussi le modèle numérique de surface, c'est-à-dire la hauteur de la canopée. Et les lidars vont notamment permettre d'identifier des microtopographies, des zones qui ont été, par exemple, travaillées il y a plusieurs siècles et qui ne sont pas forcément visibles à l'œil nu. Donc, moi, j'ai pu aller, par exemple, sur cette zone, j'avais les points GPS, je suis passé 3 fois avant de vraiment prendre conscience que j'étais donc devant cette formation qui a été faite en période précolombienne et qui est un site à fossés. On parle aussi parfois de montagne couronnée, et donc qui est un site dont les archéologues, pour le moment, ne font que des hypothèses, parce qu'il y a un débat dans l'archéologie amazonienne sur le rôle de ces sites à fossés. Est-ce que c'était des lieux cultuels, culturels? Est-ce que c'était des lieux défensifs? Il y a beaucoup de travaux qui sont menés sur ces questions-là. Mais en tout cas, c'est assez frappant de voir que ces images-là ressortent très bien visuellement. Quand vous êtes sur le terrain, ce n'est pas évident à percevoir, mais une fois que vous avez compris que vous êtes sur le site, vous voyez finalement tout un paysage se dégager et vous voyez finalement la configuration apparaître malgré la reprise de la végétation, puisqu'on est là sur des fossés qui ont été creusés sur plus de 3 mètres, parfois par plusieurs générations. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment ces nouvelles visualisations sont aujourd'hui mobilisées politiquement. Vous avez aujourd'hui, notamment, je pense aux jeunesses autochtones de Guyane, des collectifs de militants autochtones qui utilisent ces visuels pour démontrer leur présence antérieure sur différents territoires. Vous avez peut-être entendu parler du projet minier de la Montagne d'Or qui a fait couler beaucoup d'encre ici en métropole aussi. Rien que sur le site de la Montagne d'Or, il y avait 5 montagnes sacrées, 5 sites à fossés qui avaient été identifiés. Et ça a été tenu secret pendant un bon moment jusqu'à ce que finalement les jeunesses autochtones réussissent à récupérer, à mettre la main sur les données et à s'en servir comme d'un argument pour alimenter leur combat. Voilà, donc on est face à une forêt qui est occupée et qui a été occupée pas uniquement ponctuellement. Très souvent, on voit des cartes où on nous présente les différents lieux de vie en fonction des dates et en fonction de la façon dont les mobilités se sont organisées. Là, en travaillant notamment avec les Grenans, on a pu aussi spatialiser les zones de chasse qui montrent qu'en fait, les territoires de ces différentes communautés ne se limitent pas à un bourg ou à un abatis, mais à une étendue qui peut aussi bouger dans le temps et où on peut avoir aussi des croisements entre différentes communautés. Donc la forêt est habitée, la forêt est nommée, ça je vous l'ai montré tout à l'heure, la forêt a une histoire et la forêt aussi est travaillée. Alors là, c'est un travail réalisé avec François-Michel Le Tourneau, où vous avez donc une vue aérienne, donc c'est une image spot, il me semble, c'est une image spot qui vous présente en fait une vue du dessus, donc la forêt. Vous voyez un cours d'eau avec beaucoup de méandres, on est sur un territoire très plat, et puis vous avez des cicatrices dans la forêt, des zones rouges, qui sont en fait des zones dans lesquelles on va retrouver des chantiers d'orpaillage. Donc on a des chantiers qui sont sur ces territoires. Donc
En première impression, on peut se dire, OK, les orpailleurs arrivent par le cours d'eau principal. Vous avez des zones un peu plus claires où on peut faire l'hypothèse qu'on est aussi en présence de cours d'eau, mais qui sont un peu cachés sous la canopée. Et donc, on peut distinguer quelques réseaux de communication qui nous semblent apparaître. Or, on a réussi, avec leur autorisation, à récupérer les données des forces armées de Guyane, qui sont donc les militaires qui sont engagés notamment dans la lutte contre l'orpaillage illégal et qui ont fait assez rare ratisser tout ce territoire, qui est un tout petit territoire. Vous avez l'échelle, ici on est sur 5 km. Mais ils ont vraiment de façon systématique ratissé sur plusieurs années ce territoire pour essayer de faire un relevé de toutes les pistes. Et là, vous voyez apparaître à l'image, en fait, tout un chevelu de pistes. On a finalement un réseau de communication qui est presque plus dense que le centre-ville de Cayenne, si on voulait exagérer. Alors, bien sûr, c'est des pistes qui ne sont pas en bon état quand on est en saison des pluies, mais qui peuvent être utilisées notamment par des quads, par des mobylettes qui sont très souvent utilisées là-bas. Et donc, on voit que cette image d'une forêt impénétrable dans laquelle il serait extrêmement difficile de circuler, elle peut être en partie remise en cause. On a aussi fait tout un tas de travaux sur la question de l'accessibilité, parce que souvent, il y a tout un discours qui associe l'accessibilité au développement des routes. Or, en Guyane, on utilise la pirogue très majoritairement, et si on prend en compte les cours d'eau, on a une autre vision. Sauf que légalement, on ne peut pas prendre en compte les cours d'eau, puisque l'État français a toute une typologie des voies navigables, et en France, officiellement, il n'y a aucun cours d'eau qui est navigable. Pourtant, vous avez des ramassages scolaires, vous avez tout un tas de services publics qui utilisent ces cours d'eau. Donc, on voit qu'il y a un certain nombre de contradictions et que la cartographie peut bien mettre en évidence. Et puis, dans une approche aussi un peu plus sensible, on a aussi utilisé des récits de différentes personnalités du territoire. Donc là, vous aviez un ancien garimpero qui a réalisé une sculpture. Ça ne rend pas très bien sur l'image et sur la photo, mais en fait, il a essayé de sculpter en fer forgé tous les itinéraires qu'il avait pu emprunter dans la forêt. Et sa carte est extrêmement intéressante parce qu'en fait, elle est fausse au niveau de l'échelle, de la distance euclidienne, mais elle est parfaitement exacte au niveau topologique. Tous les lieux sont bien connectés les uns aux autres. Vous avez ici gravé, je ne sais pas si vous arrivez à le distinguer, le mot police. Il distingue en fait les endroits dans lesquels il y a des barrages et il a réalisé en fer forgé tous les réseaux qui ont permis de contourner ces barrages et par quels endroits ils pouvaient passer. Donc, on voit aussi qu'en adoptant d'autres approches de la cartographie que simplement le traitement des images satellites ou le traitement des données statistiques, on peut arriver à donner d'autres visions du territoire. Et puis, pour terminer, la forêt guyanaise, elle peut être aussi imaginée. Et donc, ça, c'est Mara Sierra Jiménez, une collègue franco-colombienne qui a réalisé un travail dans les écoles avec les enfants, alors aussi bien au niveau primaire, collège que lycée, pour leur demander de faire un peu des cartes mentales. Elle leur avait demandé de lui envoyer, elle était allée dans les classes, elle leur a dit, voilà, moi je suis colombienne, je ne connais pas la Guyane, fais-moi une carte postale qui me présente un peu ton territoire. Et là, on voit comment différents dessins sont apparus. Alors, il y aurait plein de choses à dire, il y a des différences importantes entre les classes de Cayenne et les classes de Saint-Laurent-du-Maroni. Au sein de Cayenne, il y a un internat qui accueille tout un tas d'élèves qui viennent du sud de la Guyane, donc on va trouver aussi à l'intérieur même du collège ou du lycée des représentations très différentes. Et puis, il y a aussi une présence importante d'élèves brésiliens qui ont d'autres visions du territoire. Et on a pu voir comme ça, dans ces cartes, des visions soit très scolaires de la carte telle qu'elle est proposée, soit des visions parfois assez étonnantes, mais qui traduisent aussi une certaine appréhension d'une forêt qui n'est pas toujours aussi parcourue par ces élèves du littoral. Voilà, et on a donc une collaboration qui se poursuit avec ces profs d'histoire géo qui ont pris l'initiative aussi de refaire la carte scolaire, la carte de la Guyane qui vient juste d'être refaite. Et il y a un article que je vous invite à lire sur Géoconfluence qui a été évoqué en introduction de cette journée, qui est intéressant sur la façon dont les profs du secondaire se sont mobilisés pour reproduire la carte scolaire en Guyane, puisqu'avant la carte scolaire, c'était ce qu'on appelle une carte île. Ça vous présentait la Guyane sans son environnement régional, et on avait la Guyane et ses liens avec la France. Et là, maintenant, on a une carte qui est vraiment inscrite dans le continent sud-américain et dans laquelle on montre aussi ses liens avec l'espace caribéen. Voilà, donc si vous souhaitez plus d'informations, je vous renvoie sur le site qu'on aperçoit à peine ici, mais si vous tapez sur Internet, vous le retrouverez. Donc, vous avez en fait sur ce site la patientgéographique.org/ACG comme Atlas critique de la Guyane. Vous allez retrouver quelques extraits, l'introduction, le plan aussi complet et disponible. Et puis, vous aurez accès aussi à différentes ressources, conférences ou autres,
autour de cet objet. Et je vous le disais, maintenant pour nous, la phase suivante, donc l'atlas vient d'être réédité, hein, il a été publié en 2020 et puis il a été réédité en version, on a corrigé, on n'a pas ajouté, mais on a fait quelques corrections. Et, et maintenant, le travail qu'on essaye d'engager, c'est d'essayer de voir comment il est utilisé par les uns ou les autres. Voilà. Pour terminer mon exposé, donc, je vous propose juste quelques références bibliographiques. Autour de la cartographie critique, c'est des ouvrages un peu clés. Alors, les 4 premiers sont en anglais, les 4 suivants en français. Donc, la revue Cartographica, qui est une revue en ligne, revue dans laquelle Brian Earley a publié son article. Donc, je vous invite vraiment à consulter cette revue si ces sujets-là vous intéressent. Derrière les travaux d'Harley, 2 livres de référence de Dennis Wood et de Jeremy Crampton qui ont un peu réactualisé ces questions de cartographie critique à l'heure des systèmes d'information géographique et de la cartographie numérique. Et puis, l'ouvrage qui, pour moi, constitue vraiment la référence, c'est celui de Matthew Edney, qui est sorti en 2019 et qui explique aussi, dans une perspective historique, comment on a construit un idéal cartographique en Occident qui peut être intéressant aujourd'hui de réinterroger au regard de ce qui se fait, notamment dans le champ de la contre-cartographie. Voilà, ça, c'est 4 références en anglais. Et les suivantes sont en français. Et qui sont des références, alors peut-être soit pour vous, soit aussi à mobiliser en classe. Donc, le premier, c'est Cartographie radicale de Philippe Rekasevich et Nefis Sfer, qui est sorti, je crois, en décembre, qui est un très bel ouvrage, extrêmement intéressant, avec beaucoup d'exemples, certainement un peu ardu pour les classes. En revanche, les 2 suivants, c'est vraiment des ouvrages que vous pouvez mobiliser, je pense, au collège ou en terminale. En tout cas, moi, je les expérimente sur mes garçons et ça marche pas mal. C'est Les cartes en question, qui est de Juliette Morel aux éditions Autrement, petit guide pour apprendre à lire et interpréter les cartes. Donc là aussi, énormément d'exemples et vraiment dans une approche de cartographie critique. Et puis Mad Maps, qui est plutôt un ouvrage dans lequel on multiplie des cartes qui essayent de tordre différentes idées reçues sur tout un tas d'objets. Et enfin, je signale, puisqu'on est sur le thème de l'Amérique latine, l'ouvrage qui vient de sortir de Pierre Gautreau, de l'Université de Paris 1, qui est tiré de son habilitation à diriger les recherches, La Pachamama en base de données, donc ouvrage de géographie politique sur l'information environnementale contemporaine, avec tout un volet qui est dédié à la cartographie participative, avec des terrains qui sont situés en Argentine, en Bolivie et au Brésil, et qui est un ouvrage qui est disponible en libre accès en format numérique. Et donc, je vous invite chaudement à consulter. Et je termine vos petites courses par une série de vidéos qui ont été réalisées à l'occasion d'un cycle de conférences qu'on a organisé au musée d'Aquitaine. Donc, certains d'entre vous y étaient. Donc, ce cycle de conférences a été filmé. On l'a appelé l'illusion cartographique. Et vous avez donc 5 ou 6 intervenants, des historiens, des géographes qui sont intervenus. Ce n'est pas dédié à la question de la Guyane, hein, ce n'est pas dédié à la Guyane, c'est à l'occasion de la sortie qu'on a organisé en fait ce cycle avec le musée d'Aquitaine. Mais vous avez des intervenants qui, par exemple, la première Irène Hirt est intervenue sur la Bolivie, le Canada et le Chili. Vous avez également d'autres intervenants qui nous ont parlé plutôt de Madagascar. Bref, tout un tas de conférences qui sont un peu dans la veine de ce que je vous ai présenté aujourd'hui, d'une approche critique de la cartographie et d'une approche des enjeux politiques de la fabrique cartographique contemporaine. Voilà, et donc ils sont à disposition sur le site du laboratoire Passage, qui est un espace vidéo, donc vidéo au pluriel -passage.humanum.fr, où vous pourrez les visionner. Voilà, merci de votre attention.